Bon, j'avoue que j'ai été un peu déçu quand même de ce Grand Prix. On n'a pas eu autant de drama que ce à quoi on s'attendait. C'était vraiment plan-plan et finalement on n'a pas eu tant de batailles en piste que ça. Même les remontées de Leclerc et de Verstappen ont paru presque un peu fades entre guillemets. Bon, je m'attendais pas à beaucoup plus non plus, hein, mais c'était un peu éteint comme Grand Prix. Je sais pas, c'était un peu bizarre. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023 de Formule 1 et c'est parti. Première réaction, je commence par ceux pour qui le point de la 10e place, ça peut avoir le goût de la victoire et on a eu une bataille qu'on nous a pas tant montré que ça et qui pourtant a duré toute la course depuis la relance de la safety car jusqu'à l'arrivée, celle entre Magnussen et Tsunoda. Alors ça partait P16 pour Yuki Tsunoda, juste derrière Max Verstappen. On l'a vu à Bahreïn, l'AlphaTauri en termes de performance, c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, le directeur de l'équipe, Franz Tost, a eu des mots qui étaient assez durs, je trouve, où il disait que en fait, il croyait plus du tout ses ingénieurs et que le seul truc qu'il croyait, c'était les temps autour. Ça te met un petit peu l'image de l'ambiance de l'équipe. La voiture est l'une des rares que l'on n'a pas vu progresser par rapport à l'année dernière pour le moment, mais c'est sans compter un Tsunoda combatif qui a pris plutôt un bon départ, tout en suivant Verstappen, qui a ouvert quelques portes et qui a saisi les opportunités qui se sont bien présentées à lui. Alors du coup, la safety car sort au moment où il arrive vers la voie d'insertion, on lui dit box, 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 box. Un timing qui est littéralement à la George Russell, hein, parce que l'année dernière, lui, il faisait tout le temps ça, et tout le temps, ça lui tombait dessus. Nickel, il passe les hards pour aller au bout, et il saute par la même occasion les deux Alpines pendant le processus, et il se retrouve meilleur des autres à la relance, rien que ça. Bon alors bien évidemment que Pierre et Esteban allaient le passer, il y a une différence de performance entre l'Alpine et l'AlphaTauri. Du coup, Tsunoda se bat avec Magnussen toute la course qui lui a démarré P13. Et c'est un de ceux qui s'est arrêté en premier pour chausser les hards. On avait quand même 10 tours d'écart d'usure de pneus à l'avantage de Tsunoda, ce qui n'est pas rien, surtout que Magnussen a réussi à remettre les pneus hards en route au moment de la relance de la safety car, ce qui n'est pas chose aisée. Évidemment, les pilotes en fait perdent de la température à rouler plus doucement. Faut donc les maintenir quand même en bonne température et puis derrière les faire rechauffer pour progressivement sans trop les violenter à la relance pour que justement on se retrouve nickel. Et en fait le truc c'est que t'es pas sûr de retrouver le pic de performance du pneu comme tu l'avais avant. Enfin bref, pour de vrai, c'est un vrai casse-tête les pneus Pirelli en compétition, donc voilà, tous les pilotes le disent et c'est pas que en Formule 1. Magnussen a suivi Tsunoda tout le reste du Grand Prix jusqu'à ce dépassement au virage 1 au tour 47 de mémoire, mais il faut remonter au virage d'avant, au dernier virage du tour 46. Magnussen décide de plonger à l'intérieur de Tsunoda dans le dernier virage, il arrive avec une grosse vitesse et Tsunoda se dit « Pas de problème frérot, j'ai le DRS sur la prochaine ligne droite, donc du coup je te repasse et puis terminé, bonsoir ». Effectivement, Tsunoda repasse, mais malgré le DRS, en fait, Magnussen se remet juste derrière. Il prend un énorme boost, ça s'entend au moteur, hein. Il prend un énorme boost avec l'aspiration qui, d'un coup, permet au moteur de souffler, entre guillemets. Et puis derrière, il se redécale hyper à l'intérieur, freinage hyper tardif et il surprend Tsunoda. Les deux tirent un petit peu tout droit, loupent la corde, mais ils arrivent à prendre le virage dans les limites de la piste et c'est passé pour Magnussen. Très très belle manœuvre, très belle bataille. À la limite de chez la limite, on notera quand même l'énervement de Tsunoda à la radio, qui est totalement compréhensible quand vous passez toute votre course à défendre sur un gars qui a une meilleure voiture que vous, avec des pneus certes un petit peu moins bien, mais voilà, et qu'à 5 tours de l'arrivée, il vous double, ça a de quoi mettre la rage. Alors pas mal de déceptions pour Tsunoda à l'arrivée de la course, forcément, deuxième fois qu'il finit P11 cette année à la porte des points, c'est un petit peu rageant, très clairement, surtout que la voiture, elle joue à peine les points à la régulière, ce qui est moins le cas de la Haas pour le coup, qui a l'air d'être un petit peu mieux pour jouer les points. Et pour l'instant, force est de constater que Tsunoda, c'est devant Nyck De Vries, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse, voire même je pense que tout le monde s'attendait à ce que De Vries devienne le leader de l'équipe. Bref, à voir ce que ça va donner pour la suite. Haas marque donc son premier point de l'année, ça c'est plutôt cool. Reste AlphaTauri et McLaren à en faire de même. Deuxième réaction, on parlait de potentiel, s'il y en a un qui nous a vraiment surpris, moi je trouve personnellement c'est bien Oscar Piastri. Il place la McLaren en Q3, donc la voiture c'est pas tant une poubelle que ça, mais il lui manque le bon package tout simplement qui arrive à Bakou puisque ils ont pris du retard sur le nouveau package de leur nouvelle voiture. Déjà c'est une bonne nouvelle pour le spectacle, ça voudrait dire que dans un bon jour la McLaren pourrait se retrouver au niveau des Alpines. Maintenant, il va falloir qu'on parle de la course parce que du coup, on a encore un peu du mal à un peu tout voir.
Le départ a éteint toute possibilité de faire un bon résultat pour Oscar Piastri. Petit contact avec Gasly en sortie de virage 2. Rien de très méchant en vrai, mais même Piastri en fait n'a pas senti le contact spécialement. C'est plus un incident de course, c'est serré en sortie de virage 2 et Piastri le dit lui-même, voilà, Gasly a quand même laissé de la place, mais les voitures se stabilisent à la réaccélération, ça se touche, pas grand-chose et terminé. Ça coûte cher quand même du coup à l'équipe, puisque il doit repasser par les stands pour remplacer son aileron avant, il repart sur les durs pour faire 49 des 50 tours tout simplement. Alors ça reste quand même assez calvaire, hein, mine de rien, même si la safety car, elle n'a pas tant aidé que ça, puisqu'il rejoint le paquet juste à temps pour la relance. Alors la difficulté de bien remettre en route ses pneus hard, c'est pas spécialement facile. Il s'est fait logiquement passer par Joe qui lui était en médium. Puis Norris est passé facilement aussi avec ses médiums aussi. Par contre, je sais pas comment ni pourquoi, en fin de course, Norris a bloqué derrière Logan Sargent. Et Piastri avait l'air d'avoir un énorme rythme. Mais vraiment, on avait l'impression que Piastri, il pouvait dépasser, remonter, etc. Alors je ne sais pas si on a décidé de laisser une chance à Piastri pour aller chercher Sargent, mais ça en avait tout l'air vu comment Norris l'a un peu laissé passer, je crois que c'était au virage 1. Pari payant puisque Piastri rentre Sargent juste avant le drapeau à damier. Alors oui, vous allez me dire, c'est que pour une pauvre P15 qui a pas de points. C'est vrai, mais quand même, il faut saluer une belle course et surtout beaucoup d'expérience engagée pour le nouveau venu, Oscar Piastri, qui, mine de rien, avait un gros rythme tout le week-end. Alors non, Norris n'est pas rincé non plus. La petite erreur en qualif de taper l'intérieur comme ça du mur avec la suspension, ça coûte très cher, surtout quand on voit ce que Piastri est capable de faire avec la voiture. Mais globalement, j'ai l'impression que Lando fait un peu le même boulot qu'a fait Hamilton l'année dernière, à peu près à date équivalente. C'est-à-dire tester des setups pour chercher des solutions et essayer d'améliorer un peu la voiture. Alors du coup, là-dedans, Norris a tapé les débris de l'aileron avant de son coéquipier, donc du coup, ça faisait 2 ailerons à changer. Ça les a pas du tout aidés. Les 2 McLaren qui se neutralisent, c'est vraiment pas de bol pour le coup. Alors concrètement, la McLaren, elle peut marcher, mais on l'a pas encore vu vraiment bien marcher. J'aime à croire qu'il y a de l'espoir, mais en tout cas, pour le coup, Piastri, vraiment super bien fait le job ce week-end, je trouve, donc bravo à lui. Troisième réaction, on en a parlé un petit peu il y a 2 semaines, mais rebelote. La FIA cette année est d'une sévérité, je trouve, qui est un petit peu exagérée, mais elle est, ou du moins elle tente, d'être constante dans ses propres décisions, et alors ça, c'est déjà pas mal. Alors, je sais pas ce qu'il se passe chez les pilotes, mais visiblement, se placer sur la grille de départ, c'est devenu difficile cette année, pourtant on n'a rien changé, l'année dernière, on n'avait pas de problème, ou alors, peut-être qu'on faisait pas gaffe avant, je sais pas, ils se sont passés le mot, à chaque Grand Prix, on va peut-être avoir un petit rigolo qui va nous faire la vanne de « Ah, je me suis pas bien placé », hop, voilà. 5 secondes de pénalité pour Fernando Alonso, mal placé sur la grille. Encore une fois, je trouve que la pénalité est dure dans le sens où, comme pour Esteban Ocon, le pilote n'y gagne pas un avantage quelconque. Mais bon, ok, Ocon a été pénalisé de cette façon, même traitement pour Alonso, ça me va, on a de la constance qu'on demande depuis tellement d'années, donc on va pas s'en plaindre. Mais je trouve que la pénalité est un peu dure. Derrière, un peu comme le disait Adrien Tambay sur Canal+, quand j'ai vu le Jackman arrière placer son lave-vide sur la voiture, j'ai trouvé ça tellement énorme que je pensais que justement c'était permis par le règlement quand on servait une pénalité de 5 secondes. Alors l'article 54.4c du règlement sportif de la FIA pour la Formule 1 indique que lorsque le pilote effectue sa pénalité, aucun travail sur la voiture ne doit être effectué pendant la durée de la pénalité. Il a été précisé dans un meeting avec les équipes que toucher la voiture d'une manière ou d'une autre équivalait à travailler sur la voiture. Et là, ça devient une nouvelle fois le bordel. La direction de course et la direction de course virtuelle à Genève, vous savez, cette fameuse VAR qu'on a instaurée après Abu Dhabi 2021, cette sorte de VAR de deuxième direction de course pour vraiment tout surveiller. Eux, ils ont jugé que c'était bon et qu'ils ont dit au commissaire sportif que la pénalité avait été bien servie, donc pas de souci. Et finalement, non, dans le dernier tour, soit 1 heure après la pénalité effectuée, à peu près, ils reviennent sur leur décision et disent au commissaire sportif, regardez bien, finalement, il y a peut-être un litige. Alors, le Jackman arrière a effectivement touché la voiture quand elle est arrivée pour placer son lave-vide. Comme vu dans ce fameux meeting, toucher égale travailler sur la voiture. Le règlement donne le droit au commissaire sportif de disqualifier la voiture conformément à l'article 54.4 petit e. Oui, si tu sers pas bien ta pénalité, on a le droit de te dire maintenant tu arrêtes ta voiture et tu rentres à la maison, d'accord? Voilà, c'est comme ça que ça peut se passer. Alors,
C'est rarement allé jusque-là, je vous rassure. Et comme pour Ocon, 10 secondes de pénalité qui donne la 3e place à George Russell sur tapis vert une fois que toutes les festivités avaient été faites. Sauf que chez Aston Martin, on n'est pas fou, on est allé défendre son beefsteak quand même en disant « Vous êtes gentil la FIA, mais vous avez aucune preuve de ce fameux meeting où on a toutes les équipes qui apparemment étaient d'accord et nos mécaniciens, ils n'ont pas travaillé sur la voiture pendant la pénalité, conformément à ce qui est écrit noir sur blanc dans votre règlement. Aucun mécanicien qui a travaillé, on a touché la voiture mais ils n'ont pas travaillé dessus. Ah oui, bon bah très bien, du coup Fernando peut reprendre son trafic. Bonne journée, hein. Fatigant. Bon alors je termine juste sur la sévérité de la FIA. Alonso Ocon sur le placement de la grille, c'est le même combat. Logan Sargent qui se fait retirer son temps, qui le faisait passer d'ailleurs en Q2 potentiellement je crois, parce qu'il a à peine posé un bout de roue là sur une partie rose à la fin du tour, qui est en pleine ligne droite où il peut absolument pas gagner un avantage. Un track limite là, mais what the fuck. Enfin en fait, oui ok la règle c'est la règle, mais ça veut pas dire qu'il faut jouer absolument les teubés les plus abrutis du monde et pas avoir un peu de bon sens, quoi. C'est ce que dit d'ailleurs George Russell. Il le dit, à un moment donné, il faut qu'on fasse preuve de bon sens. Et puis alors, il y a le coup de sortir une safety car pour la voiture de Stroll qui est garée quasiment en dehors de la piste. Et alors là, pareil, moi, j'ai pas compris. Alors, vous me connaissez, je pense. Je suis très fan de ce que la safety car provoque parce que ça permet de mettre un petit peu de piment dans une course, puis ça relance la course aussi au niveau des écarts. Quand c'est bien fait, bien évidemment, donc ça permet quand même de redonner de l'intérêt, mais vu la situation, là, je trouve que ça fait beaucoup pour si peu. Alors tout le monde s'accorde à dire, et j'en fais partie, que une virtual safety car aurait largement suffi. Alors, je dirais même que si la FIA était un petit peu laxiste, hein, si en direction de course, oh, c'est bon, ça va le faire, agiter un double drapeau jaune aurait pu suffire. Pas non plus fumer la moquette, mais voilà. D'où la virtual safety car, que je déteste d'ailleurs, et qui pour le coup aurait largement été suffisante. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Il fallait éteindre un feu, en tout cas sur la roue avant droite de Stroll, et qu'il fallait faire effectivement intervenir une safety car complète. Moralité de l'histoire, la FIA tente d'être constante dans ses décisions, et sur ces 2 premiers Grands Prix, en tout cas, c'est le cas, et tant mieux. J'ai quand même une impression de sérieux, mais c'est plus du fait, à mon avis, de leur sévérité absolue que j'ai l'impression qu'ils sont sérieux. En revanche, elle se fait avoir par son propre règlement, encore une fois, flou et contestable, et du coup, il passe pour des clowns, comme d'habitude. Encore plus lorsque, on voit très clairement le Jackman toucher la voiture en direct et que malgré une direction de course et une salle virtuelle, faut que ce soit, je suppose, Mercedes qui viennent toquer à la porte en disant potentiellement il y a un truc qui va pas là parce que voilà, le Jackman il a touché la voiture. Alors encore une fois, rien contre Mercedes, totalement dans leur droit, ils ont tout à fait raison de contester pour tenter d'aller chercher la P3. J'aurais été à leur place, j'aurais fait exactement pareil. Ça fait juste passer la FIA pour des amateurs qui savent pas faire leur propre boulot. Encore une fois, 2 salles de contrôle, ils n'arrivent pas à appliquer leur règlement. Toucher, et ça veut dire qu'on a travaillé dessus. Non, on voit en direct le Jackman putt. Pourquoi 4e réaction, je voulais parler des pneus et de la compréhension des pneus par les uns et les autres, qui a été pour une fois assez surprenante, je trouve. Alors, il faut savoir qu'avant la course, en fait, Mario Isola, qui est le patron de Pirelli pour la Formule 1, avait annoncé que sur le papier, sans tenir compte du trafic et des batailles, la stratégie medium-soft allait très très bien fonctionner, surtout avec les softs qui, si on les passait dans une 2e partie de course, avec une voiture plus légère, allait vraiment bien fonctionner. La différence de performance était pas incroyable entre les softs et les médiums, de ce que disait Mario Isola, alors que les hard allaient être peut-être un petit peu plus difficiles à mettre en route, à extraire la performance, etc. Les médiums en début de course permettaient évidemment de s'ouvrir un maximum de stratégie et de pallier un petit peu à tous les événements de course qu'on pouvait avoir. Donc vraiment pas de nouveauté de ce côté-là, c'est normal que tout le monde ait à peu près commencé en médium. Alors quand j'ai vu Hamilton partir en hard, je me suis dit qu'on se mettait bêtement des bâtons dans les roues chez Mercedes. Très probablement que l'équipe espérait que les hards fonctionneraient bien et que les médiums pas si bien que ça et que les softs encore moins bien. Que la voiture puisse extraire de la grosse performance tout en n'usant pas trop sa gomme pour aller loin. Et genre même peut-être avaler une safety car en première partie de course, tu vois. Je trouve que c'est hyper optimiste comme stratégie, mais bon, why not? Ils avaient probablement des bonnes raisons de le faire. On en a déjà parlé, mais les Pirelli, c'est hyper minutieux à mettre en route et en température. C'est une gomme qu'il ne faut surtout pas violenter lorsqu'on la met en route.
Vraiment, je vous jure, c'est l'enfer. Et en fait, taper dans le pneu direct comme ça lors d'un départ, par exemple, parce qu'à un moment donné, on prend le départ, faut un peu, voilà, ça va les abîmer pour le reste du relais. En fait, c'est comme si vous aviez fait des tout petits cycles de batterie sur votre nouvelle batterie de téléphone et que maintenant, votre batterie de téléphone, en fait, au lieu de tenir 8 heures, elle tenait que 3 heures. Voilà, c'est un peu la même chose avec les Pirelli. Donc du coup, c'est pas très étonnant de voir Hamilton un peu galérer sur les hards en début de course. Au final, pas très étonnant non plus de voir Leclerc faire une jolie remontée avec les softs qui tenaient vraiment bien. Mais je sais pas à quel point il aurait pu aller plus loin parce que derrière, il y a la valse des arrêts qui a commencé avec justement les undercuts à couvrir, etc. Et pas étonnant de voir non plus un Alonso dire que les médiums fonctionnaient très bien et qu'il pouvait aussi allonger son relais. Alors la safety car a obligé tous ceux partis en médium à mettre des pneus hard pour tout simplement aller au bout de la course parce qu'on avait des doutes sur la longévité des médiums. Et alors oui, les hards ont bien fonctionné, mais parce que en sortant des stands, tu es pas en train de devoir les défoncer d'un coup ou d'un seul tes pneus comme au départ. Tu fais 1 ou 2 tours derrière la safety car, tu as le temps de les chauffer tranquillement et puis de faire effectivement une relance correcte. Alors la preuve en est effectivement que soft medium aurait pu très bien fonctionner, ou plutôt medium soft du coup. Quand on voit le premier relais de Leclerc et que Hamilton, malgré un petit peu de souffrance, c'est pas un bon setup, il l'a dit à la fin de la course, et il a tenu quand même les médiums pendant 32 tours. Donc il y avait de quoi faire un medium soft. Fred Vasseur disait assez justement qu'ils avaient sous-estimé justement la performance des pneus et leur usure, surtout quand on voit un Piastri faire par exemple 49 tours sur les hards. La piste, contrairement à Bahreïn, n'est pas abrasive, donc ça va pas manger le pneu, donc on devrait avoir une bonne dégradation et pouvoir bien performer. Et je pense que tout le monde a un peu trop sous-estimé les Pirelli. Alors à voir pour Melbourne si on aura une tendance différente par rapport aux 2 premiers Grands Prix de la saison. Sur les pneus, ça joue avec les écarts de performance et les rythmes en course, et justement, on va voir ça ensemble. Hop, avant de continuer, je voulais simplement vous remercier pour tout le soutien que vous avez apporté à Premier Virage, ce livre pour expliquer la Formule 1 sur lequel je travaille depuis 1 an et demi. On a presque atteint le demi-million d'euros, ce qui est absolument incroyable. On a quelques petites surprises pour ceux qui prendront part à la campagne, donc encore une fois, merci du fond du cœur. Bon allez, 5e et dernière réaction, celle sur la remontée de Verstappen et même plus largement les écarts de performance, en tout cas en haut du classement quoi, grosso modo. En qualif, on a très clairement un quatuor entre Red Bull qui est devant, Ferrari, Aston Martin qui suivent, les Mercedes pas très loin, c'est plutôt serré, c'était pas abyssal l'écart que met Perez en qualif. La Ferrari a l'air de bien marcher en qualif, en course c'est une autre histoire, on va en parler. Bon, faut aussi prendre en compte que malgré la Red Bull qui a l'air d'être très performante, elle n'est pas immunisée contre les problèmes de fiabilité, en démontre l'arbre de transmission qui lâche chez Verstappen en qualif. Problème de fiabilité qu'on a un petit peu retrouvé visiblement en course chez le Néerlandais. Malgré ça, les ingénieurs n'avaient pas l'air d'être spécialement inquiets, plutôt contents de la situation, vous voyez aucun problème. Pareil chez Perez qui avait une pédale de frein qui s'allongeait un petit peu, alors possiblement à cause de plusieurs choses, les gros vibreurs qui peuvent éloigner un petit peu les plaquettes des disques, donc du coup ça allonge un petit peu la pédale, ou alors tout simplement l'usure des plaquettes, typiquement. Voilà, donc pas grand chose, mais en tout cas, faut faire un petit peu gaffe. Sur la qualif et le départ, j'ai vraiment cru un petit peu naïvement que l'Aston et Alonso allaient faire le hold-up sur les Red Bull, mais il fallait juste attendre que Perez fasse le boulot. L'Aston Martin était dans le même rythme que la Red Bull sur le premier relais, ça tournait en 32 quand tous les autres tournaient à peu près en 33. Verstappen avait un peu de trafic, mais ça devait rouler à peu près pareil. Et voir Verstappen partir P15, ça nous a donné un peu de baume au cœur en se disant qu'on allait avoir un peu de suspense, même si on se mentait un petit peu à nous-mêmes. Hein. Voilà, là-dessus, je vis dans beaucoup trop d'optimisme à mon avis à chaque fois, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Leclerc, Verstappen qui partent un peu aux arrières, tu te dis, ah, on va avoir un peu de spectacle. Finalement, pas tant que ça. Alors oui, parce que la remontée, elle a été très minutieuse, elle a été assez sage, il n'y a pas eu de folie, loin de là. Pareil sur le départ pour Verstappen. Ça montre encore une fois la maturité qu'il a pris dans la gestion d'une course quand il l'a commencé loin, et l'optique aussi du championnat. Donc il y a 4 ans, il aurait fait des dive bombs des enfers pour remonter tout le monde. Là, c'était beaucoup plus pépouze. Puis bon, il a la voiture qui va avec, donc forcément, il n'est pas obligé de prendre tous les risques non plus. La safety car lui a permis de sauter les 2 Ferrari globalement, puis à la relance, il restait juste la voiture de Russell et d'Alonso qu'il allait dépasser assez facilement là aussi. Derrière, ça a été un petit peu la chasse, on a joué un petit peu au yo-yo entre Verstappen et Perez. Verstappen pouvait pas faire beaucoup mieux, ça se battait à coups de celui qui ira le plus vite quand même, donc les deux se sont pas non plus endormis.
Meilleur tour en course pour Max Verstappen. Les Red Bull mettent 20 secondes à Alonso qui gérait sa course pour le coup et tenait assez facilement les Mercedes en termes de rythme. Donc je pense que Alonso n'a pas cherché à aller beaucoup plus vite, préserver la mécanique. Donc pour une fois, ça fonctionne bien. Les Ferrari sont de manière assez inexplicable la quatrième force du plateau sur ce Grand Prix. Les airs n'ont pas du tout fonctionné pour eux. Ils vont travailler sur le pourquoi, chercher des solutions. Pareil pour Alpine qui prennent, je dirais, à peu près 5 dixièmes par tour par les Ferrari. Donc ça va vite, mine de rien. Là aussi, on sait sur quoi bosser en tout cas. Malheureusement pour nous, Esteban Ocon a décidé de rien nous dire là-dessus. Donc oui, finalement, on a une image qui est assez claire, je trouve, des forces en présence pour le moment. Ça va continuer d'évoluer, bien évidemment. Mais Jeddah, malgré ce tracé vraiment différent, confirme la tendance de Bahreïn aux avant-postes. Même si Ferrari est censé être devant Mercedes de mon point de vue, ça va pas mal varier au cours de la saison en fonction des circuits. Donc il faudra être vraiment attentif. Finalement, c'est peut-être très serré aussi devant. Aston Martin avec une seule voiture à l'arrivée à Jeddah et deuxième du classement constructeur à égalité avec Mercedes. Ferrari est pas très loin derrière et a déjà creusé un écart qui est vraiment substantiel sur Alpine. Red Bull, bon bah, ils se sont déjà envolés quoi. Bon, petit bonus, obligé de vous parler d'un week-end mi-figue mi-raisin pour Victor Martins qui, malgré sa pole position et son podium en première course, a perdu l'arrière de sa voiture lorsqu'il se battait pour la victoire dans la course principale. Et le fait de marquer de très gros points pour le championnat, le rythme était là pour le pilote français. Mais c'est une belle occasion de manquer, malheureusement, de marquer des gros points. Week-end difficile aussi pour Théo Pourchaire qui a fait une erreur de jugement sur une attaque en première course. Hadjar doit travailler sur sa qualif et pareil pour Novalax, c'est un petit peu difficile. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.